Pourquoi une poignée de navires athéniens, une aide presque symbolique envoyée à des cousins révoltés de l'autre côté de la mer, a-t-elle pu déclencher une guerre qui allait consumer le monde connu? Était-ce une étincelle accidentelle ou le prétexte attendu par un empire dont l'appétit était sans limite? Dans les ruines calcinées de Sardes, capitale de la Lydie, les archéologues, bien plus tard, retrouveront un indice troublant, une anomalie prophétique, un casque de hoplite athénien abandonné près du corps d'un satrape perse. Pour les contemporains, ce n'était pas un simple trophée de guerre, mais un message gravé dans le sang et la cendre, une déclaration de guerre, non pas à un roi, mais à l'idée même d'empire. La révolte ionienne n'était pas la cause, elle était le symptôme d'une fracture tectonique entre deux mondes. D'un côté, la Perse achéménide, un colosse multiethnique centralisé sous la volonté d'un seul homme, le roi des rois. Un ordre imposé par la force, mais un ordre qui garantissait une certaine paix, la fameuse Pax Persica. De l'autre, un archipel de cités-États grecs, un chaos bouillonnant d'énergie contradictoire, de démocratie balbutiante, d'oligarques et de tyrans locaux, unis seulement par une langue, des dieux querelleurs et un amour féroce, pour une notion qu'ils peinaient eux-mêmes à définir, la liberté. L'incendie de Sardes fut plus qu'un revers militaire pour le grand roi Darius. Ce fut une humiliation personnelle, une insulte théologique. Lui, l'élu d'Ahura Mazda, voyait ses temples profanés, son autorité bafouée par une bande de marchands et de philosophes en jupette de l'autre côté de l'Égée. La répression de la révolte ionienne fut brutale, méthodique et totale. La cité de Milet, leader de l'insurrection, fut rasée, sa population massacrée ou déportée. Le message était clair, nul ne défie la Perse impunément. Mais la colère du roi n'était pas apaisée. Une cité surtout hantait ses nuits, Athènes. Il aurait, dit la légende, chargé un serviteur de lui répéter 3 fois à chaque repas « Maître, souviens-toi des Athéniens ». Cette phrase n'était pas une simple prière, c'était le moteur d'une machine de guerre qui commençait lentement à s'ébranler. La vengeance n'était plus une option politique, elle était devenue une obsession dynastique, une dette de sang à honorer. La première vague de cette vengeance ne se fit pas attendre. Une expédition punitive menée par son gendre Mardonios fut lancée. Mais les dieux, ou peut-être simplement la nature, semblaient prendre parti. La flotte perse fut anéantie par une tempête dévastatrice au large du mont Athos. Une humiliation de plus, un délai, mais pas une annulation. Darius n'était pas homme à se laisser décourager par un caprice des éléments. La deuxième tentative serait plus directe, plus brutale. Une immense flotte de 600 navires transporta une force d'invasion commandée par les généraux Datis et Artaphernes, droit vers le cœur de la Grèce, avec un objectif clair, punir Athènes et sa petite alliée Érétrie. Érétrie tomba rapidement, ses temples incendiés en juste retour de l'incendie de Sardes. Puis, la flotte mit le cap sur l'Attique et débarqua ses troupes dans une baie abritée, bordée de marais, un lieu qui allait entrer dans la légende, Marathon. Le choix du lieu n'était pas un hasard, c'était une plaine parfaite pour la cavalerie perse, l'arme de choc de l'Empire. Face à eux, une armée de citoyens, des hoplites athéniens et leurs seuls alliés, un petit contingent de la cité de Platée. Ils étaient en infériorité numérique écrasante, peut-être 2 contre 1. Où étaient-ils les autres Grecs? Où, surtout, étaient les Spartiates, les guerriers les plus redoutés du monde hellénique? La question reste une des grandes énigmes de cette guerre. Leur réponse officielle, transmise par messager, était qu'ils ne pouvaient entrer en campagne avant la pleine lune, pour des raisons religieuses, la célébration des Carneia. Une excuse pieuse qui cachait peut-être un calcul politique bien plus froid. Laisser Athènes, leur rival montant, s'affaiblir face au colosse perse n'était peut-être pas une si mauvaise stratégie. Pendant plusieurs jours, les 2 armées se firent de face, une guerre des nerfs sous le soleil brûlant de l'Attique. Les généraux athéniens étaient divisés. Fallait-il attendre les Spartiates, se retrancher derrière les murs de la ville ou tenter l'impensable, attaquer? C'est un homme, Miltiade, un stratège qui connaissait bien les Perses pour avoir servi sous leurs ordres, qui imposa la décision la plus audacieuse. Il fit un pari fou,
Il avait remarqué que le commandement perse avait rembarqué sa cavalerie sur les navires, probablement pour contourner l'armée grecque et attaquer directement Athènes sans défense. C'était le moment, le seul moment. Miltiade affaiblit son centre et renforça ses ailes, une tactique hérétique qui allait à l'encontre de tous les manuels militaires de l'époque. Au petit matin, les hoplites grecs, ces fermiers et artisans en armure, firent quelque chose d'inédit. Ils chargèrent les lignes perses en courant sur plus d'1 kilomètre pour minimiser le temps d'exposition aux volets de flèches de la redoutable infanterie perse. L'impact fut cataclysmique. Le centre grec, plus faible, plia mais ne rompit pas, tandis que les ailes renforcées enveloppaient et détruisaient les flancs de l'armée perse. La surprise fut totale. Les soldats de l'Empire, venus de dizaines de nations, habitués à des victoires faciles, furent pris de panique. La bataille se transforma en une déroute sanglante, une course désespérée vers les navires. Les Grecs, dans une fureur patriotique, les poursuivirent jusque dans les vagues, massacrant les fuyards, tentant de mettre le feu à la flotte. La victoire était totale, inattendue, miraculeuse. 6400 morts côté perse pour seulement 192 Athéniens. Des chiffres qui, même s'ils sont probablement exagérés par la propagande grecque, témoignent de l'ampleur du désastre pour l'envahisseur. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Tandis que le sang rougissait les eaux de la baie, un messager, peut-être un certain Phidippides, entama une course désespérée de 42 km pour annoncer la nouvelle à une Athènes terrorisée et pour l'avertir que la flotte perse tentait toujours de contourner la côte. Il arriva sur l'agora, à bout de souffle, et ne put que murmurer « Nenike kamen, nous avons vaincu », avant de s'effondrer, mort. La légende de la course de marathon était née. Une légende qui éclipsa presque la portée stratégique de l'événement. Cette victoire n'était pas la fin de la guerre, c'était à peine le début. Pour les Athéniens, ce fut la confirmation de leur supériorité morale et militaire, le début d'un âge d'or, mais aussi d'une arrogance qui les mènerait à leur perte. Pour la Perse, ce ne fut qu'un contretemps, une blessure à l'orgueil qui transforma une simple volonté de vengeance en une obsession froide et calculatrice. Le serment de Darius n'était plus une affaire personnelle, il devenait une raison d'État, un projet qui serait légué à son fils et successeur. La petite baie de Marathon venait de donner naissance à un monstre bien plus grand, la certitude des deux camps que l'autre pouvait et devait être détruit. La question qui se pose est la suivante. Athènes, en envoyant cette poignée de navires à Sardes, a-t-elle agi par solidarité ou par pure imprudence? Quelle était votre opinion? Était-ce une noble défense de la liberté grecque ou une provocation insensée qui a déchaîné les enfers? Laissez votre verdict dans les commentaires, le tribunal de l'histoire est ouvert. L'obsession de la vengeance est un héritage lourd, un poison qui se transmet de père en fils, surtout lorsque le père est un roi des rois et que le fils doit prouver au monde qu'il est digne d'un tel trône. Darius ne vécut pas assez longtemps pour voir sa revanche s'accomplir. Une révolte en Égypte, une des provinces les plus riches de l'Empire, détourna son attention. Quand il mourut, le fardeau de la dette de sang envers Athènes passa à son fils, Xerxès, un homme complexe, tourmenté par l'ombre de son illustre père, fondateur de l'Empire. Xerxès n'avait pas la légitimité guerrière de Darius. Il devait la construire, et pour cela il lui fallait un projet plus grand, plus spectaculaire, plus terrifiant que tout ce que son père avait pu imaginer. La conquête de la Grèce n'était plus une simple expédition punitive. Elle devenait une mission sacrée, un acte de propagande colossal destiné à asseoir son autorité aux yeux de ses sujets et à graver son nom dans l'éternité. Il ne voulait pas seulement vaincre les Grecs, il voulait les effacer de la carte, absorber leur monde dans le sien, faire de l'Égée un lac perse. C'était un projet qui dépassait la simple stratégie militaire pour entrer dans le domaine de la démesure, de l'hubris, ce péché d'orgueil que les Grecs considéraient comme la faute suprême aux yeux des dieux. Pendant 10 ans, l'Empire tout entier fut mis au service de cette unique ambition. C'était une mobilisation comme le monde n'en avait jamais vu. Des ordres furent envoyés aux confins des satrapies, de l'Inde à l'Éthiopie, de la Bactriane à l'Égypte. Chaque peuple conquis devait fournir son contingent de soldats, ses navires, ses provisions. C'était une démonstration de puissance absolue, l'Empire se regardant lui-même dans le miroir de sa propre force.
Mais la préparation de Xerxès ne se limita pas à la levée d'une armée. Il voulait dompter la nature elle-même, lui montrer que la volonté du grand roi était supérieure aux caprices des éléments qui avaient humilié son père. Se souvenant du désastre naval du mont Athos, il ordonna une entreprise titanesque, le creusement d'un canal à travers la péninsule de l'Athos, assez large pour laisser passer 2 trières de front. Pendant 3 ans, des milliers d'ouvriers et d'esclaves creusèrent la roche, un chantier pharaonique qui était en soi un message envoyé aux Grecs. « Je peux remodeler la terre, que pourrez-vous faire contre moi ?» Mais l'acte le plus célèbre de cette folie des grandeurs eut lieu à l'Hellespont, le détroit qui sépare l'Asie de l'Europe. Pour faire passer son immense armée terrestre, il fit construire un double pont de bateaux, une merveille d'ingénierie. Mais une tempête violente se leva et détruisit l'ouvrage. La fureur de Xerxès fut légendaire. Dans un accès de rage qui confinait à la folie, il ordonna que la mer elle-même soit punie. L'Hellespont reçut 300 coups de fouet. Une paire de fer rouge y fut plongée et ses ingénieurs furent décapités. C'était l'acte d'un homme qui ne se considérait plus comme un simple mortel, mais comme l'égal des dieux, un homme pour qui la réalité devait se plier à sa volonté. Un nouveau pont fut construit, plus solide, et l'armée commença sa traversée. Hérodote, l'historien grec qui nous rapporte ces faits, décrit une scène apocalyptique. Pendant 7 jours et 7 nuits, sans interruption, le flot humain et animal se déversa sur l'Europe. Des soldats venus de 46 nations différentes, parlant des dizaines de langues, avec leurs armures, leurs coutumes et leurs dieux. Des Perses et des Mèdes en armure d'écaille, les fameux immortels, l'élite de l'armée, des Assyriens avec des casques de bronze et des massues de fer, des archers scythes, des cavaliers bactriens, des fantassins indiens vêtus de coton, des Éthiopiens couverts de peaux de léopard et peints de craie. La terre tremblait sous les pas de cette multitude, et les rivières, disait-on, étaient bues jusqu'à la dernière goutte pour étancher leur soif. Quelle était la taille réelle de cette armée? Les chiffres antiques parlent de plusieurs millions d'hommes, des estimations aujourd'hui considérées comme fantaisistes. Les historiens modernes, plus prudents, évoquent entre 200 000 et 300 000 combattants et un nombre équivalent de personnel de soutien. C'était, quoi qu'il en soit, la plus grande force militaire jamais rassemblée dans l'histoire de l'humanité. Face à cette marée humaine, une flotte de plus de 1200 navires de guerre longeait la côte, assurant le ravitaillement et le soutien. C'était une machine de guerre parfaite, conçue pour écraser toute résistance par sa seule masse. La guerre psychologique était tout aussi importante que la force brute. Des héros furent envoyés dans toutes les cités grecques avec une demande simple et terrifiante, donner la terre et l'eau. C'était la formule traditionnelle de soumission à l'Empire. Ne pas la donner signifiait l'anéantissement. La panique s'empara de la Grèce. Beaucoup de cités du Nord, directement sur le chemin de l'invasion, se soumirent sans combattre. Qui pourrait résister à un tel déferlement? Même l'oracle de Delphes, la voix la plus respectée du monde grec, donna des réponses ambiguës et pessimistes, conseillant aux Athéniens de fuir aux confins du monde et de se fier à une muraille de bois. L'alliance grecque, péniblement mise sur pied, menaçait de se disloquer avant même le premier combat. Seules une trentaine de cités, sur plusieurs centaines, décidèrent de résister sous la direction de Sparte et d'Athènes. Ils se réunirent à Corinthe et prêtèrent serment, combattre jusqu'à la mort et une fois la victoire acquise, punir ceux qui s'étaient soumis à l'envahisseur. Mais comment combattre un ennemi qui semblait aussi innombrable que les grains de sable du désert? Comment une poignée de cités pouvait-elle s'opposer à un empire qui s'étendait sur 3 continents? Xerxès, lui, avançait avec une confiance absolue. Installé sur un trône de marbre, il contempla son armée traversant l'Hellespont. Hérodote raconte qu'il se mit d'abord à rire de bonheur devant un tel spectacle de sa propre puissance, puis qu'il se mit à pleurer. Son oncle Artaban, étonné, lui en demanda la raison. Xerxès répondit « J'ai pensé avec pitié à la brièveté de la vie humaine, car de tous ces hommes si nombreux, pas un seul ne sera encore en vie dans 100 ans. » C'était un moment de lucidité étrange, une prise de conscience fulgurante de la vanité de toute chose, même pour un homme qui se prenait pour un dieu. Mais cette mélancolie passa aussi vite qu'elle était venue. La machine était en marche et rien ne pouvait plus l'arrêter.
Le roi avait rassemblé son armée, il avait défié la nature et les dieux. Il s'avançait maintenant pour réclamer son dû, la soumission de la Grèce, l'accomplissement de la vengeance de son père et sa propre place au panthéon des plus grands conquérants de l'histoire. Le monde retenait son souffle. La plus grande invasion de l'Antiquité avait commencé, et son nombre immense s'étendait déjà sur les montagnes et les vallées de la Grèce, annonçant 20 années de terreur et de gloire. La gigantesque armée du grand roi avait franchi le pont de bateaux et son long serpent de poussière et d'acier s'étirait maintenant à perte de vue sur les plaines de Thrace en route vers le sud. La nouvelle de la traversée de l'Hellespont se répandit en Grèce comme une onde de choc, semant la panique et la discorde. Le colosse était en Europe. La menace n'était plus une abstraction, elle était une réalité tangible. Une marche inexorable qui dévorait les kilomètres jour après jour. Les cités du nord de la Grèce, la Thessalie, la Béotie, n'eurent d'autre choix que de se soumettre, offrant la terre et l'eau pour éviter l'anéantissement. L'alliance hellénique, déjà fragile, se fissurait. Chaque cité ne pensait qu'à sa propre survie. Fallait-il se battre? Mais où et comment? Les débats au sein du Conseil des Alliés à Corinthe étaient houleux, paralysés par la peur et les anciennes rivalités. C'est dans ce chaos qu'émergea une nouvelle fois la figure de Thémistocle, l'homme politique athénien. Visionnaire et sans scrupules, il avait compris, des années avant tout le monde, que le véritable salut d'Athènes ne viendrait pas de ses hoplites, mais d'une flotte puissante. Il avait convaincu ses concitoyens d'utiliser le produit d'une nouvelle veine d'argent découverte dans les mines du Laurion, non pas pour le distribuer au peuple, mais pour construire 200 trières. Les navires de guerre les plus modernes de l'époque. On l'avait accusé de folie, de gaspillage. Il avait maintenant raison. Mais une flotte seule ne pouvait arrêter une armée de terre. Il fallait la ralentir, gagner du temps. Il fallait un symbole. Le plan des Grecs était simple et désespéré. Tenter de bloquer l'avancée, Perse sur 2 fronts simultanément. La flotte alliée, sous commandement spartiate mais majoritairement athénienne, irait à la rencontre de la marine perse au cap Artémision, au nord de l'île de Bé, et l'armée de terre tenterait de bloquer l'armée de Xerxès dans le seul passage possible vers le sud. Un défilé étroit coincé entre les montagnes et la mer, un endroit connu sous le nom de Thermopyles, les portes chaudes, à cause de ses sources sulfureuses. Qui envoyer pour cette mission suicide ? Le choix se porta naturellement sur les Spartiates. Mais, encore une fois, le calendrier joua un tour aux Grecs. L'invasion coïncidait non seulement avec les célébrations des Carneia à Sparte, mais aussi avec les Jeux Olympiques, une période de trêve sacrée pour tous les Grecs. Envoyer toute l'armée était impensable. C'est alors que le roi de Sparte, Léonidas, prit une décision qui allait forger sa légende. Il n'attendrait pas la fin des fêtes. Il partirait immédiatement avec sa garde personnelle 300 hoplites d'élite, choisis parmi les citoyens ayant déjà un fils pour assurer leur lignée. Ce n'était pas une armée, c'était un commando sacrificiel. Sur la route, d'autres contingents grecs, environ 7000 hommes au total, se joignirent à eux. Mais tout le monde savait que le sort de la bataille reposerait sur les épaules des 300 Spartiates. Ce n'était pas un acte de désespoir aveugle, c'était un calcul politico-militaire d'une froide intelligence. Léonidas et Thémistocle savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner aux Thermopyles, mais ils pouvaient y faire saigner l'armée perse, lui montrer que chaque pas en Grèce lui coûterait des fleuves de sang. Ils pouvaient surtout offrir un spectacle d'héroïsme au reste de la Grèce, un exemple pour galvaniser les cités encore hésitantes et souder l'alliance. C'était un acte de propagande payé avec la vie des meilleurs guerriers de Sparte. Lorsque l'immense armée de Xerxès arriva devant le défilé, le grand roi fut presque amusé. Il ne pouvait pas croire qu'une si petite troupe ait l'audace de lui barrer la route. Il attendit 4 jours, persuadé qu'ils allaient s'enfuir de peur. Mais les Grecs restèrent. Ils peignaient leurs longs cheveux, faisèrent de l'exercice, comme s'ils se préparaient pour une fête. Exaspéré, Xerxès ordonna l'assaut. Le massacre commença. Le défilé était si étroit que l'avantage numérique des Perses était annulé. C'était un combat d'homme à homme où la discipline et l'équipement supérieur des hoplites grecs faisaient la merveille. Leurs murs de boucliers et leurs longues lances étaient impénétrables. Pendant 2 jours,
Xerxès envoya vague après vague ses meilleures troupes, y compris sa garde d'élite, les 10 000 immortels. Toutes furent repoussées avec des pertes effroyables. Le grand roi, qui observait la bataille depuis son trône, aurait bondi de fureur à 3 reprises en voyant ses troupes d'élite se faire tailler en pièces. Le moral des Perses était au plus bas, celui des Grecs exalté. Ils avaient prouvé l'impensable, le colosse perse n'était pas invincible. Mais le destin, souvent, prend le visage d'un traître. Un berger local, un certain Éphialtès, dont le nom en grec deviendra synonyme de cauchemar, vint trouver Xerxès. Motivé par l'appât du gain ou peut-être par une vieille rancune, il révéla l'existence d'un sentier de montagne secret qui permettait de contourner la position grecque. À la nuit tombée, Xerxès envoya ses immortels par ce chemin. Au matin, Léonidas comprit qu'il était pris au piège. Le combat était perdu. Il renvoya la plus grande partie du contingent grec pour qu'il puisse se battre un autre jour. Lui, ses 300 Spartiates, 700 Thespiens qui refusèrent de partir et 400 Thébains retenus en otage restèrent pour couvrir la retraite et livrer un dernier combat. C'était leur loi, la loi de Sparte. Ne jamais reculer, revenir avec son bouclier ou sur son bouclier. La bataille finale fut d'une sauvagerie inouïe. Les Grecs se battirent jusqu'au dernier, leurs lances brisées, combattant avec leurs épées, puis avec leurs mains et leurs dents. Léonidas tomba au cœur de la mêlée. Les survivants se replièrent sur une petite colline et furent finalement anéantis sous une pluie de flèches. Xerxès avait gagné. Les portes du sud de la Grèce lui étaient ouvertes. Mais à quel prix ? Il avait perdu, selon les estimations, près de 21 000 hommes, dont 2 de ses propres frères. Furieux de ces pertes et de l'arrogance de Léonidas, il commit un sacrilège. Il ordonna que le corps du roi spartiate soit décapité et crucifié. Mais en voulant humilier un cadavre, il ne fit que transformer un homme en un mythe immortel. Le sacrifice des 300 n'avait pas été vain. Il avait offert un temps précieux à la flotte grecque et aux cités du Péloponnèse. Plus important encore, il avait allumé un feu dans le cœur des Grecs, un feu de résistance qui ne s'éteindrait plus. La terre était peut-être perdue, mais la guerre devait maintenant se jouer sur mer. Le feu qui consumait les corps des héros aux Thermopyles éclairait déjà le chemin de la flotte grecque vers les détroits étroits où se jouerait le destin de la civilisation occidentale. La nouvelle de la chute des Thermopyles tomba comme un couperet sur la flotte grecque qui tenait tête, non sans mal, à l'armada perse au large du cap Artémision. Pendant 3 jours, les 2 flottes s'étaient affrontées dans des combats indécis et coûteux. Les Grecs, bien qu'en infériorité numérique, avaient infligé de lourdes pertes à l'ennemi grâce à leur meilleure manœuvrabilité et à l'aide providentielle d'une tempête qui avait détruit plusieurs centaines de navires perses. Mais, avec la route terrestre désormais ouverte, leur position devenait intenable. Ils n'avaient d'autre choix que la retraite vers le sud, vers les eaux familières du golfe Saronique. La route d'Athènes était grande ouverte, sans défense. La panique s'empara des habitants. Face à l'avancée inexorable de l'armée de Xerxès, Thémistocle dut prendre la décision la plus déchirante de sa carrière, abandonner la cité. Il parvint à convaincre l'assemblée des citoyens que la fameuse muraille de bois, prophétisée par l'oracle de Delphes, ne désignait pas une palissade, mais les flancs des navires de leur flotte. C'était leur seul salut. Une évacuation massive fut organisée dans le chaos et les larmes. La population entière d'Athènes, femmes, enfants, vieillards, fut transportée sur l'île voisine de Salamine et dans le Péloponnèse. Seule une poignée de prêtres et de jusqu'aux boutistes restèrent pour défendre l'acropole, la citadelle sacrée. Pendant ce temps, la flotte alliée, repliée dans les détroits étroits qui séparent de Salamine du continent, était au bord de l'implosion. Les commandants des cités du Péloponnèse menés par le Spartiate Eurybiade ne voulaient aucune chose, se retirer vers l'isthme de Corinthe, où une muraille était en cours de construction pour défendre leur propre territoire. Abandonner les Athéniens, les Éginètes et les Mégariens à leur sort, Thémistocle comprit que si la flotte se dispersait, tout était perdu. La seule chance de victoire était de forcer le combat ici, dans ces eaux resserrées, où l'immense flotte perse perdrait son avantage numérique et où l'agilité des trières grecques pourrait faire la différence. Mais comment convaincre ces alliés terrifiés ?
Il usa de tous les arguments, la prière, la logique et la menace de retirer la flotte athénienne, le cœur de l'alliance, et de partir fonder une nouvelle cité en Italie. Rien n'y faisait, la décision de la retraite était quasiment prise. Acculé, Thémistocle décida de jouer sa dernière carte, une carte d'une audace et d'une duplicité inouïe. Un coup de poker qui allait décider du sort de la guerre. Il convoqua son esclave le plus fidèle, un eunuque d'origine perse nommé Sisinus, et lui confia une mission d'espionnage à haut risque. À la faveur de la nuit, Sisinus se rendit en barque jusqu'au camp perse et demanda à voir le grand roi. Il lui délivra un message secret, prétendument de la part de Thémistocle lui-même. Le message était une pure merveille de manipulation psychologique. Thémistocle, y était-il dit, était secrètement un partisan du grand roi. Il l'informait que la flotte grecque était en pleine panique, déchirée par les dissensions, et s'apprêtait à fuir pendant la nuit. C'était une occasion unique pour Xerxès de les anéantir tous d'un seul coup. Pour l'aider, Thémistocle promettait même que la flotte athénienne changerait de camp au cœur de la bataille. C'était un mensonge parfait car il disait à Xerxès exactement ce qu'il voulait entendre. Aveuglé par sa série de victoires, par son orgueil et son mépris pour ces Grecs querelleurs, le grand roi tomba à tête la première dans le piège. Il crut à la trahison de Thémistocle. Il ordonna immédiatement à sa flotte de bloquer les deux issues du détroit de Salamine pour empêcher toute fuite. Il envoya même un contingent de navires égyptiens faire le tour de l'île pour couper toute retraite par l'ouest. Sa nasse était en place. Les Grecs étaient piégés. Il fit installer un trône d'or sur les pentes du mont Égalé, surplombant le détroit, pour assister en personne à ce qu'il pensait être le coup de grâce final et pour noter les noms des capitaines qui se montreraient les plus vaillants. Au petit matin, les marins grecs, qui s'attendaient à lever l'ancre pour fuir, découvrirent avec horreur qu'ils étaient encerclés. La retraite était impossible. La seule issue était le combat. Le piège de Thémistocle s'était refermé, non pas sur les Grecs, mais sur les Perses eux-mêmes. La bataille de Salamine ne fut pas une bataille navale, ce fut un chaos organisé. Poussée par l'arrière, l'immense flotte perse s'engouffra dans le détroit, perdant toute formation, les navires se gênant les uns les autres. Les lourds et peu manœuvrables vaisseaux phéniciens, égyptiens et ioniens devinrent des proies faciles pour les trières grecques, plus légères, plus basses sur l'eau et menées par des équipages qui se battaient pour la survie de leurs familles, réfugiées sur l'île toute proche. Ce fut une succession d'éperonnages brutaux, d'abordages sauvages, de cris et de fracas. Les Grecs, connaissant parfaitement les courants et les vents locaux, tournoyaient autour des mastodontes perses, brisant leurs rames, enfonçant leurs flancs. La première ligne perse détruite, les navires de la deuxième ligne se retrouvèrent bloqués par les épaves et les survivants qui tentaient de nager, créant un embouteillage monstrueux. La confusion était totale, le commandement perse inopérant. Depuis son trône, Xerxès assistait, impuissant et horrifié, à la destruction de sa marine. La mer était couverte de débris et de corps, la déroute fut totale. La reine Artémise d'Halicarnasse, commandant son propre escadron, ne dut son salut qu'en coulant volontairement un navire allié pour se frayer un chemin. Xerxès, la voyant, aurait eu ce mot terrible. « Mes hommes sont devenus des femmes et mes femmes des hommes ». À la fin de la journée, la puissance navale de la Perse était anéantie. C'était plus qu'une défaite militaire, c'était un désastre stratégique. Sans sa flotte, Xerxès ne pouvait plus assurer le ravitaillement de son immense armée de terre. La campagne était compromise. La ruse d'un seul homme venait de sauver la Grèce. Mais ce salut s'est construit sur une trahison feinte, un mensonge délibéré qui a envoyé des dizaines de milliers d'hommes à la mort. Cela soulève une question éternelle. La fin justifie-t-elle les moyens ? Un mensonge peut-il être considéré comme un acte juste s'il permet de sauver une civilisation ? Faites votre choix, la vérité à n'importe quel prix ou le mensonge pour la victoire suprême. Votre opinion nous intéresse, laissez-la en commentaire. La vue de sa flotte en flammes, se brisant dans le détroit de Salamine, ne brisa pas seulement les ambitions de Xerxès, elle brisa quelque chose en lui. L'assurance du dieu roi, la certitude de son destin manifeste, tout cela s'était évaporé sous le soleil de l'Attique, laissant place à une fureur froide et impuissante. Il avait été joué, humilié, et le monde entier en avait été témoin. Sa vengeance, cependant, n'était pas terminée.
La voie terrestre étant toujours sous son contrôle, il entra sans résistance dans Athènes, abandonnée de ses habitants. Il la trouva silencieuse, spectrale. Seule la petite garnison de l'Acropole opposait une résistance désespérée, se barricadant derrière des portes en bois. Ils furent rapidement submergés et massacrés jusqu'au dernier. Alors, Xerxès donna l'ordre que la raison même de cette guerre ne pouvait justifier. Il ordonna l'incendie total de la ville. Les temples, les maisons, les sanctuaires, tout ce qui avait fait la gloire d'Athènes, et surtout l'Acropole avec ses anciens temples dédiés à Athéna, furent systématiquement pillés et livrés aux flammes. C'était un acte de nihilisme pur, la vengeance d'un homme qui, ne pouvant posséder l'âme d'une cité, décidait d'en anéantir le corps. Les flammes qui consumaient Athènes étaient visibles depuis l'île de Salamine. Un spectacle terrible pour les réfugiés qui assistaient, impuissants, à la destruction de leur foyer. C'était une victoire à la Pyrrhus pour Xerxès. Il avait pris la ville mais il avait perdu la guerre. La défaite de Salamine posait au grand roi un dilemme stratégique insoluble. Sans sa flotte, la ligne de ravitaillement de son immense armée, qui dépendait d'un approvisionnement constant par la mer, était devenue extrêmement vulnérable. De plus, il y avait un risque réel que la flotte grecque, désormais maîtresse de légers, ne navigue vers l'Hellespont pour détruire le pont de bateaux, le piégeant ainsi en Europe. Conseillé par son général le plus compétent, Mardonios, il prit une décision pragmatique. Il laisserait Mardonios en Grèce avec une force d'élite de 300 000 hommes, les meilleures troupes de l'Empire, pour hiverner en Thessalie et achever la conquête au printemps suivant. Lui, le grand roi, avec le reste de l'armée, se replierait en Asie pour sécuriser ses arrières et étouffer toute velléité de révolte. La retraite de Xerxès fut un désastre. Harcelée par les tribus locales, souffrant de la faim et des maladies, l'armée se désintégra en grande partie sur le chemin du retour. Xerxès avait quitté la Perse avec l'éclat d'un dieu du soleil. Il y revenait dans l'ombre d'un roi vaincu. La Grèce, elle, entrait dans un hiver d'anxiété. La menace n'était pas écartée, elle était simplement reportée. L'armée de Mardonios, campée à leur porte, restait une force redoutable, supérieure en nombre à tout ce que les Grecs pouvaient espérer rassembler. Cet hiver ne fut pas une période de repos, ce fut une saison de guerre secrète, une campagne d'intrigue, de diplomatie et d'espionnage. Mardonios était un stratège bien plus subtil que Xerxès. Il comprenait que la plus grande faiblesse de la Grèce n'était pas militaire mais politique, sa désunion chronique. Il décida d'exploiter cette faille. Il envoya un émissaire, le roi Alexandre Ier de Macédoine, un vassal des Perses, mais d'origine grecque, pour faire une offre incroyablement généreuse aux Athéniens. Il leur proposait non seulement de pardonner leur rébellion, mais aussi de financer la reconstruction de leur ville et de leur temple, et de leur accorder de nouveaux territoires. En échange, ils n'avaient ce qu'une chose à faire, quitter l'alliance grecque et devenir les alliés de la Perse. C'était une tentation immense pour un peuple qui avait tout perdu, qui vivait en exil, et dont le sacrifice semblait avoir été oublié par ses alliés péloponnésiens, bien à l'abri derrière leurs murs de l'isthme. Sparte, apprenant la nouvelle, fut prise de panique. Si Athènes, avec sa flotte victorieuse, changeait de camp, la cause grecque était irrémédiablement perdue. Une ambassade spartiate fut dépêchée en urgence à Salamine pour supplier les Athéniens de refuser. La réponse d'Athènes fut l'un des plus grands moments de son histoire. Devant les envoyés spartiates et macédoniens, ils donnèrent une réponse sans équivoque, rapportée par Hérodote. « Tant que le soleil suivra sa course habituelle, jamais nous ne ferons alliance avec Xerxès. Nous lui résisterons sans cesse, confiants dans les dieux et les héros dont il a brûlé sans scrupule les demeures et les statues. » Puis, se tournant vers les Spartiates, ils ajoutèrent qu'ils n'avaient jamais craint qu'ils puissent les soupçonner de trahison, car rien, ni l'or, ni la promesse d'un territoire, ne pourrait les convaincre d'asservir la Grèce. C'était un refus net, héroïque. Mais, en coulisses, la réalité était plus complexe. Les Athéniens profitèrent de la situation pour mettre la pression sur Sparte. Ils exigèrent, en échange de leur fidélité, que l'armée spartiate sorte enfin de sa forteresse péloponnésienne et marche vers le nord pour affronter Mardonios en bataille rangée. L'alliance grecque tenait, mais elle était parcourue de fissures, de suspicions et de chantage.
L'hiver se prolongea dans cette atmosphère de paranoïa et de tension. Des espions circulaient entre les cités, des rumeurs de trahison étaient de colportées. Chaque camp attendait le printemps, le dégel des routes et la reprise des hostilités. Mardonios, déçu par le refus athénien, se préparait à une dernière campagne militaire pour écraser la résistance. Les Grecs, eux, devaient accomplir l'impensable, rassembler la plus grande armée de hoplites de leur histoire et marcher au-devant de leur destin sur un champ de bataille qui déciderait, une fois pour toutes, si le mot « liberté » avait encore un sens dans leur monde. Le calme sinistre de l'hiver allait bientôt céder la place au fracas de la plus grande bataille terrestre que la Grèce ait jamais connue. Le printemps arriva et avec lui la guerre reprit avec une fureur renouvelée. Mardonios, tenant sa promesse, quitta ses quartiers d'hiver en Thessalie et marcha de nouveau vers le sud. Une seconde fois, il occupa Athènes, toujours vide de ses habitants. Il réitéra son offre d'alliance, qui fut de nouveau rejetée avec mépris. En représailles, il acheva le travail de destruction commencé par Xerxès, rasant systématiquement tout ce qui était encore debout. La patience d'Athènes était à bout. Ils envoyèrent un ultimatum à Sparte. Soit l'armée péloponnésienne marchait immédiatement à leur secours, soit la flotte athénienne quitterait l'alliance, laissant la voie maritime ouverte aux Perses et condamnant Sparte à un siège sans fin. Le chantage fonctionna. Sparte, réalisant enfin que son propre sort était en jeu, mobilisa toutes ses forces. 5000 hoplites, spartiates, l'élite de l'élite, accompagnés de 35 000 ilotes, leurs serfs, légèrement armés, se mirent en route. C'était un événement sans précédent. Jamais une telle force spartiate n'avait quitté le Péloponnèse. En chemin, les contingents des autres cités alliées, Corinthe, Mégare, Sicyone et bien d'autres, se joignirent à eux. C'était la plus grande armée que la Grèce ait jamais rassemblée, près de 110 000 hommes au total, dont environ 40 000 hoplites lourdement armés. Apprenant la nouvelle, Mardonios évacua l'Attique. Le terrain y était trop accidenté pour sa cavalerie. Il se replia en Béotie, près de la petite cité de Platée, une région de plaines idéale pour ses manœuvres. Il y établit un immense camp fortifié et attendit les Grecs. Le commandement de l'armée grecque fut confié au régent de Sparte Pausanias, un homme courageux mais prudent. Il mena son armée sur les contreforts du mont Cithéron, dominant la plaine où campèrent les Perses. Pendant près de 2 semaines, les deux armées les plus puissantes de leur temps se firent face, séparées par la petite rivière Asopos, dans une atmosphère de tension extrême. Aucun des deux commandants ne voulait prendre l'initiative d'attaquer. Pausanias ne voulait pas descendre dans la plaine où sa phalange serait vulnérable à la cavalerie perse. Mardonios ne voulait pas attaquer les Grecs sur les hauteurs, une position défensive idéale. Une guerre d'usure commença, une guerre des nerfs, faite d'escarmouches, de raids de cavalerie et de provocations. La cavalerie perse, commandée par le brillant général Massistios, harcelait constamment les lignes grecques, tentant de les attirer dans la plaine. Lors d'un de ces raids, Massistios fut tué, une perte immense pour le moral des Perses et un triomphe pour celui des Grecs. Mardonios, de plus en plus impatient, changea de tactique. Il lança un raid audacieux qui réussit à capturer un convoi de ravitaillement destiné aux Grecs et, plus grave encore, à couper leur accès aux sources d'eau. La situation de l'armée grecque devint rapidement intenable. Sous le couvert de la nuit, Pausanias ordonna une manœuvre risquée, un repli vers une nouvelle position plus proche de Platée, mieux approvisionnée en eau. Mais l'opération, menée dans l'obscurité et le désordre, tourna au fiasco. Les différents contingents grecs se perdirent, et au lever du soleil, l'armée grecque était dangereusement fragmentée et exposée en pleine plaine. Le centre avait reculé trop loin, l'aile droite, composée des Spartiates et des Tégéates, se retrouvait isolée, tout comme l'aile gauche, formée des Athéniens. Croyant que les Grecs étaient en pleine déroute, Mardonios y vit l'occasion qui l'attendait. Sans attendre que son infanterie soit en formation de combat, il lança sa cavalerie et ses troupes d'élite, les Immortels et les Perses, à l'assaut de l'aile droite spartiate. La bataille de Platée, la confrontation décisive que tout le monde attendait, commença non pas par un plan mûrement réfléchi, mais par une série d'erreurs et de malentendus. Ce qui suivit fut un carnage d'une brutalité indescriptible.
Les Spartiates, sous une pluie de flèches, firent face à la charge des meilleures troupes de l'Empire. Le combat fut féroce, confus, désespéré. Pendant ce temps, sur l'autre flanc, les Athéniens étaient aux prises avec les alliés grecs des Perses, principalement les Thébains, dans une guerre civile amère et sanglante. Le sort de la bataille bascula sur l'aile droite. Au cœur de la mêlée, Mardonios, monté sur un cheval blanc, se battait avec un courage extraordinaire, menant ses hommes par l'exemple. Il était le point de ralliement de toute son armée. Pausanias, voyant le danger, pria les dieux pour un miracle. Et le miracle se produisit. Un soldat spartiate du nom d'Aïmnestos repéra Mardonios, lança une pierre qui l'atteignit à la tête et le tua sur le cou. La mort du général en chef provoqua une onde de choc instantanée dans les rangs perses. Privés de leur leader charismatique, leur morale s'effondra. La panique s'installa, puis ce fut la fuite éperdue vers leur camp fortifié. La déroute se transforma en massacre. Les Grecs, toutes unités confondues, convergèrent vers le camp et, après un assaut sanglant, en forcèrent l'entrée. À l'intérieur, ce fut une boucherie. Seuls 40 000 Perses, menés par le général Artabase qui avait refusé de participer à l'attaque initiale, jugée trop imprudente, réussirent à s'échapper et à prendre la route du retour vers l'Asie. Le reste de l'armée d'invasion fut anéanti. L'invasion de la Grèce était terminée. La victoire était absolue, écrasante et définitive. Sur le champ de bataille jonché de dizaines de milliers de cadavres, les Grecs venaient de gagner bien plus qu'une guerre. Ils venaient de gagner le droit de rester eux-mêmes. L'écho de la victoire de Platée n'avait pas encore fini de résonner que le destin frappa un autre coup décisif, comme pour signifier au monde qu'un chapitre de l'histoire venait de se clore. Le même jour, selon la tradition, à des centaines de kilomètres de là, de l'autre côté de la mer Égée, la flotte grecque remporta une victoire tout aussi écrasante. Après Salamine, les restes de la marine perse s'étaient repliés sur la côte de l'Ionie, près du cap Mycale, au pied duquel ils avaient dû tirer leurs navires à terre et construit une palissade pour les protéger. La flotte grecque, commandée par le roi spartiate Léotychidas et l'Athénien Xanthippe, le père de Périclès, les y poursuivit. Débarquant leurs troupes, ils prirent d'assaut le camp perse. Galvanisés par la rumeur, répandue à dessein, de la victoire de Platée, les Grecs se battirent avec une férocité décuplée. Les contingents grecs d'Ionie, enrôlés de force dans l'armée perse, changèrent de camp au milieu de la bataille, achevant de semer le chaos. Le camp fut pris, les navires incendiés et les survivants de l'armée perse massacrés. La bataille de Mycale fut le point final de l'invasion de Xerxès. La menace perse était non seulement repoussée, mais sa capacité à projeter sa puissance navale dans l'Égée était anéantie pour des décennies. La nouvelle de cette double victoire provoqua un soulèvement général des cités grecques d'Asie mineure. L'Ionie était enfin libre, près d'un demi-siècle après sa première révolte. La guerre entrait dans une nouvelle phase. D'une lutte désespérée pour la survie, elle se transformait en une contre-offensive victorieuse. Les Grecs portaient désormais la guerre sur le territoire de l'ennemi. Ils étaient passés du statut de victime à celui de vainqueur. Mais la victoire est un vin enivrant qui révèle souvent la vraie nature de celui qui le boit. Dès que l'ennemi commun cessa d'être une menace existentielle, l'unité sacrée des Grecs commença à se fissurer, révélant les vieilles lignes de faille de leur monde. Sparte, la puissance terrestre qui avait fourni le commandement suprême et les héros de Platée, était par nature une cité conservatrice et isolationniste. Satisfaite de la victoire, elle souhaitait se retirer des affaires du monde égéen et retourner à sa discipline austère dans le Péloponnèse. Pausanias lui-même, le héros de la journée, fut rapidement corrompu par le pouvoir et le luxe oriental, et son comportement tyrannique aliéna rapidement les alliés ioniens. Athènes, au contraire, sortait de la guerre transfigurée. Sa cité avait été détruite 2 fois, son peuple avait tout sacrifié, mais sa flotte était intacte et qu'auréolée de la gloire de Salamine. Elle avait soif de compensation, de reconnaissance et surtout de pouvoir. Les cités ioniennes libérées, méfiantes envers l'arrogance spartiate, se tournèrent naturellement vers Athènes, leur ancienne métropole, pour assurer leur protection future contre un retour perse. Thémistocle et les autres dirigeants athéniens y virent une occasion historique.
Ils proposèrent la création d'une nouvelle alliance navale permanente destinée à poursuivre la guerre contre la Perse, à libérer les dernières cités grecques encore sous son joug et à garantir la sécurité de l'Égée. Cette alliance fut officiellement fondée sur l'île sacrée de Délos et prit le nom de Ligue de Délos. Chaque cité membre devait contribuer soit en fournissant des navires et des équipages, soit en versant une contribution financière, le phoros, dans un trésor commun géré par Athènes. Sur le papier, c'était une ligue d'égaux. En réalité, dès le début, Athènes en fut la directrice incontestée, l'hégémon. Très vite, la plupart des alliés préférèrent payer le tribut plutôt que de maintenir une flotte coûteuse, laissant à Athènes le monopole de la puissance militaire. Ce qui avait commencé comme une alliance défensive volontaire se transforma progressivement en un instrument de domination. Athènes commença à utiliser les fonds de la Ligue pour ses propres projets, notamment la reconstruction grandiose de sa propre cité et de l'acropole. Les cités qui tentèrent de quitter la Ligue furent brutalement réprimées, leurs murs abattus, leurs flottes confisquées. Elles passèrent du statut d'alliées à celui de sujettes. L'ironie de l'histoire est cruelle. Athènes, la cité qui s'était faite le champion de la liberté contre la tyrannie perse, était en train de construire son propre empire, imposant sa volonté par la force à d'autres Grecs. Les méthodes qu'elle employait ressemblaient de plus en plus à celles de l'ennemi qu'elle avait combattu. Les germes de la plus grande tragédie du monde grec, la guerre du Péloponnèse, une guerre fratricide entre Athènes et Sparte et leurs empires respectifs, furent semés sur les champs de bataille victorieux des guerres médiques. Le conflit contre la Perse avait créé un vide de pouvoir et Athènes s'y était engouffrée avec un appétit insatiable. La victoire avait un prix, et ce prix était la fin de l'unité grecque. Le triomphe avait libéré des ambitions qui allaient s'avérer tout aussi destructrices que l'invasion perse. La lutte pour la liberté avait engendré un nouveau type de domination, plus proche, plus insidieux. Le vainqueur commençait à prendre le visage du vaincu. Après avoir repoussé l'envahisseur, les Grecs ont dû choisir entre deux voies, l'unité dans la paix ou la lutte pour la suprématie. Que pensez-vous qu'il aurait fallu faire? Maintenir une alliance d'égaux, même fragile, ou laisser une cité, la plus puissante, imposer un ordre pour garantir la sécurité? Partagez votre stratégie dans les commentaires, rien ne corrompt aussi sûrement qu'une victoire absolue. Les hommes qui avaient mené la Grèce au triomphe, ceux qui semblaient être des demi-dieux, aux yeux de leurs concitoyens, allaient en faire la cruelle expérience. Leur gloire était trop grande, leur pouvoir trop soudain. Le système politique grec, fait de jalousie, de rivalité et d'une peur panique de la tyrannie, n'était pas conçu pour supporter de tels géants. Ils furent les architectes de la victoire et ils en devinrent les premières victimes. Le premier à tomber fut celui qui était monté le plus haut, Pausanias, le régent de Sparte, le vainqueur de Platée. Après la victoire, il fut nommé commandant de la flotte panhellénique. Mais le pouvoir lui monta à la tête. Grisé par le luxe et les mœurs orientales qu'il découvrait, il se mit à agir non pas en général spartiate, mais en satrape perse. Il portait des vêtements mèdes, s'entourait d'une garde du corps égyptienne et asiatique, et traitait les autres Grecs avec un mépris et une arrogance insupportables. Ses actions finirent par exaspérer les alliés ioniens, qui le chassèrent et offrirent le commandement de la flotte à Athènes, précipitant ainsi la création de la Ligue de Délos. Rappelé à Sparte, il fut jugé pour son comportement mais acquitté, sa gloire passée le protégeant encore. Mais Pausanias était allé trop loin. Rongé par l'ambition et le ressentiment, il commit l'irréparable. Il entama des négociations secrètes avec le grand roi, Xerxès lui-même. Il lui promit de livrer Sparte et toute la Grèce à l'Empire perse, en échange de la main de sa fille et du titre de satrape de Grèce. Il alla même jusqu'à promettre la liberté aux Ilotes, les serfs de Sparte, s'ils se joignaient à sa conspiration. C'était une trahison à une échelle jamais vue. Le complot fut finalement découvert grâce à un messager qui, craignant pour sa vie, ouvrit la lettre qu'il devait porter au roi de Perse et la montra aux Éphores, les magistrats suprêmes de Sparte. Pour obtenir une preuve irréfutable, les Éphores organisèrent une mise en scène. Ils tendirent un piège à Pausanias près du temple de Poséidon, où il confessa toute sa trahison à son ancien messager, sans savoir que les Éphores étaient les cachés derrière une tenture et entendaient tout.
Démasqué, Pausanias s'enfuit et se réfugia dans le temple d'Athéna à Sparte, un lieu d'asile inviolable. Les efforts, ne pouvant le faire sortir de force sans commettre un sacrilège, prirent une décision d'une cruauté toute spartiate. Ils firent murer toutes les issues du temple, condamnant le héros de Platée à mourir de faim et de soif dans le sanctuaire même de la déesse protectrice de la cité. Sa propre mère, dit-on, aurait apporté la première pierre. Le plus grand héros de la guerre terrestre finissait sa vie emmuré, vivant comme un paria. Le sort de l'autre grand artisan de la victoire, l'Athénien Thémistocle, le génie de Salamine, ne fut guère plus enviable. Il fut victime non pas de sa propre trahison, mais de la démocratie qu'il avait sauvée. Après la guerre, son prestige était immense. Il supervisa la reconstruction des murs d'Athènes, défiant l'opposition de Sparte qui voulait laisser la cité sans défense. Mais son intelligence, son ambition et son arrogance lui valurent de nombreux ennemis. Ses rivaux politiques, menés par Cimon, le fils de Miltiade, le héros de Marathon, l'accusèrent de s'enrichir et d'agir en tyran. Le peuple athénien, oublieux et méfiant, se retourna contre celui qui l'avait sauvé. Thémistocle fut frappé d'ostracisme, une procédure démocratique qui permettait d'exiler pour 10 ans tout citoyen jugé trop puissant ou dangereux pour la cité. Il quitta Athènes, amer mais pas encore vaincu. Il s'exila d'abord à Argos puis en Asie mineure. C'est là que ses ennemis portèrent le coup de grâce. Profitant de la chute de Pausanias, ils l'accusèrent, probablement à tort, d'avoir été complice de sa trahison. Condamné à mort par contumace à Athènes, traqué par les agents spartiates et athéniens, Thémistocle se retrouva sans refuge. Dans la plus suprême et la plus tragique des ironies, l'homme qui avait détruit la flotte de Xerxès n'eut d'autre choix que de chercher asile auprès de l'ennemi juré de la Grèce. Xerxès était mort entre-temps, mais son fils, Artaxerxès, régnait désormais sur l'Empire. Thémistocle se présenta à la cour de Perse. Il apprit le persan en 1 an et parvint à obtenir une audience avec le grand roi. Il lui aurait dit « Roi, je suis Thémistocle l'Athénien, celui qui a causé le plus de maux à votre maison tant que j'ai été forcé de combattre votre père. Mais je suis aussi celui qui lui a rendu les plus grands services en le dissuadant de détruire le pont de l'Helpon après sa défaite, lui permettant de rentrer sain et sauf. » Artaxerxès, fasciné par l'audace et le génie de cet homme, non seulement lui pardonna, mais le combla d'honneur. Il lui confia le gouvernement de plusieurs cités riches d'Asie mineure. L'architecte de la liberté grecque finit ses jours en satrape du roi de Perse, riche et respecté, au service du fils de l'homme qu'il avait vaincu. Une fin de vie confortable, mais une tragédie morale. Les 2 plus grands héros de la guerre avaient été brisés, l'un par sa propre folie, l'autre par l'ingratitude de ses concitoyens. Leur chute illustre une vérité terrible: les sociétés, et surtout les démocraties, ont souvent autant de mal à gérer leurs héros qu'à combattre leurs ennemis. La victoire dévore ses propres enfants, tandis que ses anciens ennemis, les héros de la Grèce, tombaient en disgrâce. Xerxès, retourné en Perse, sombrait lui aussi, mais d'une manière différente, plus lente et plus insidieuse. Il n'était plus le conquérant solaire qui avait mené la plus grande armée du monde. Il était un roi humilié, un homme dont le projet de vie s'était brisé contre les lances des Spartiates et les éperons des trières athéniennes. Il ne mena plus jamais d'expédition militaire. Le traumatisme de la défaite l'avait détourné des affaires de l'État et des champs de bataille. Il se réfugia dans 2 domaines où il pouvait encore exercer un pouvoir absolu: les grands projets de construction et les intrigues de son harem. Il se lança dans une frénésie de construction à Suse et surtout à Persépolis, sa capitale cérémonielle. Il y fit achever les palais commencés par son père Darius, y ajoutant des salles monumentales, des portes colossales gardées par des créatures mythologiques, des bas-reliefs célébrant une puissance impériale qui, dans les faits, venait de subir sa plus grande défaite. C'était une façon de nier la réalité, de construire une façade de gloire pour masquer le vide de la défaite. Ces palais, avec leurs colonnes élancées et leur luxe inouï, étaient le reflet d'un pouvoir qui se regardait lui-même, de plus en plus déconnecté du monde réel. L'autre refuge de Xerxès fut son harem. Il s'y plongea avec une énergie qu'il ne mettait plus au service de l'Empire. Les chroniques perses et grecques décrivent ces dernières années comme une période de décadence, marquée par des passions violentes et des drames familiaux sanglants.
il tomba éperdument amoureux de la femme de son propre frère, Mazistès. Repoussé, il maria son fils aîné, Darius, à la fille de cette femme Artintée, dans l'espoir de se rapprocher d'elle. Mais c'est finalement de sa propre belle-fille, Artintée, qu'il fit sa maîtresse. Lors d'un banquet, dans un moment d'ivresse, il lui promit de lui offrir tout ce qu'elle demanderait. Influencée par sa mère qui voulait se venger, elle demanda le manteau que l'épouse de Xerxès, la reine Amestris, avait tissé pour lui. Xerxès, piégé par son serment, le lui offrit. Ce cadeau exposa l'adultère et déclencha la fureur terrible de la reine. Mais au lieu de s'en prendre à sa rivale, Amestris attendit l'anniversaire du roi, un jour où, selon la coutume, aucun souhait ne pouvait lui être refusé. Elle demanda que la mère d'Artintée, la femme de Mazistès, lui soit livrée. Xerxès fut forcé d'accepter. Amestris la fit torturer et mutiler de la manière la plus barbare. Mazistès, fou de rage, tenta de déclencher une révolte, mais il fut intercepté et tué avec ses fils sur ordre du roi. Le sang de sa propre famille souillait désormais les mains de Xerxès. Cet épisode sordide n'était que le symptôme d'une décomposition plus profonde du pouvoir. Le roi, absorbé par ses passions et ses constructions, négligeait la gestion de l'empire. Le pouvoir réel glissait lentement entre les mains de ses ministres et des commandants de sa garde. Le plus puissant d'entre eux était Artaban, le chef des 1000 gardes du corps du roi, les Mélophores et son eunuque chambellan Aspamitrès. Ces deux hommes, les plus proches du monarque, ceux qui gardaient sa porte et partageaient ses secrets, voyaient sa faiblesse et sa paranoïa grandir de jour en jour. Ils décidèrent que le roi était devenu un danger pour l'Empire ou peut-être simplement un obstacle à leurs propres ambitions. Un complot fut ourdi dans les couloirs feutrés du palais, dans les murmures de l'ombre. Une nuit de l'an 465 avant notre ère, 20 ans après le début de l'invasion de la Grèce, Artaban et Aspamitrès pénétrèrent dans la chambre à accoucher de Xerxès. Ils trouvèrent le maître de l'Asie endormi, sans défense. L'homme qui avait fouetté la mer, qui s'était fait appeler le roi des rois, qui avait mené des millions d'hommes à la guerre, fut assassiné dans son lit, poignardé par ses gardes les plus fidèles, comme un simple mortel. Pour masquer leur crime, les conspirateurs agirent avec une ruse diabolique. Ils se rendirent auprès du troisième fils de Xerxès, Artaxerxès, et accusèrent l'héritier du trône, le prince Darius, d'être le parricide. Le jeune Artaxerxès, trompé et furieux, se précipita dans les appartements de son frère aîné et le tua de ses propres mains. Le complot avait parfaitement réussi. Artaban avait éliminé le roi et son héritier, plaçant sur le trône un jeune homme qu'il pensait pouvoir manipuler à sa guise. Sa propre ambition était de s'emparer du trône à terme. Mais il avait sous-estimé Artaxerxès. Le jeune roi, averti du complot, déjoua la tentative d'assassinat d'Artaban et le tua, vengeant ainsi son père et son frère et consolidant son propre pouvoir. La mort de Xerxès plongea l'Empire dans une période de chaos et de guerre civile, mais la dynastie achéménide survécut. La fin de Xerxès fut à l'image de la fin de sa grande guerre, sans gloire, sordide, une affaire de trahison et de sang versé, non pas sur un champ de bataille honorable, mais dans l'obscurité d'une chambre à coucher. Le grand conflit avec la Grèce s'achevait ainsi, non par un traité de paix, mais par l'extinction silencieuse de ses principaux protagonistes, emportés un à un par la vague de violence qu'ils avaient eux-mêmes déchaînée. La guerre était terminée, les héros étaient les morts, les rois assassinés, les cités en cendres ou en reconstruction. Mais l'ombre de ces 20 années de terreur ne s'est jamais vraiment dissipée. Elle s'est étendue sur les siècles, façonnant l'histoire, la politique et l'imaginaire de la civilisation occidentale d'une manière si profonde que nous en ressentons encore les vibrations aujourd'hui. Pour les Grecs, cette victoire inespérée fut bien plus qu'un simple succès militaire. Ce fut l'acte de naissance de leur identité collective. Face à l'autre absolu, le barbare perse, ils prirent conscience de ce qui les unissait. Une langue, une culture et surtout un idéal politique, la liberté du citoyen face à l'arbitraire du despote. Cette guerre a créé la grande dichotomie qui hante encore notre monde. L'Occident contre l'Orient, la démocratie contre la tyrannie, la liberté contre la servitude. Et c'est une simplification bien sûr, une construction culturelle, mais une construction d'une puissance formidable.
L'âge d'or d'Athènes au 5e siècle, l'explosion de créativité dans le théâtre avec Échille, Sophocle et Euripide, en philosophie avec Socrate et Platon, en architecture avec la reconstruction de l'Acropole, tout cela est impensable sans la confiance en soi et l'énergie libérée par la victoire contre la Perse. Le Parthénon, avec ses frises représentant la lutte des dieux contre les géants et des Grecs contre les Amazones, n'est rien d'autre qu'une métaphore en marbre de la victoire sur les Perses. Cependant, cette guerre a laissé un héritage bien plus sombre. En créant le concept du barbare, l'ennemi dont la nature même est d'être asservi, les Grecs ont aussi justifié leurs propres ambitions impériales. La Ligue de Délos, créée pour libérer les Grecs, est devenue l'Empire athénien qui asservissait d'autres Grecs. Athènes, la championne de la liberté, est devenue une cité tyran, prouvant que le pouvoir corrompt, quelle que soit la noblesse des idéaux qui le justifient. Cette arrogance, cette hubris née de la victoire, a conduit directement à la guerre du Péloponnèse, une guerre civile de 30 ans qui a saigné le monde grec à blanc et a mis fin à l'âge d'or qu'elle avait elle-même engendré. L'histoire a bouclé la boucle de la plus tragique des manières. Pour la Perse, la défaite ne fut pas la fin de son empire, loin de là. Ce fut une leçon humiliante qui marqua la fin de son expansion vers l'ouest. L'Empire continua de prospérer pendant plus d'un siècle et demi, mais il apprit à combattre les Grecs non plus sur les champs de bataille, mais par la diplomatie et l'or, finançant les uns contre les autres, exploitant leurs divisions avec une habileté redoutable. Le grand roi est devenu non plus un envahisseur, mais un arbitre des querelles grecques, une ironie que les contemporains n'ont pas manqué de relever. Le conflit entre Xerxès et la Grèce fut le choc de deux universalismes. L'universalisme perse, qui cherchait à unir le monde sous l'autorité d'un seul roi juste, garant de l'ordre. Et l'universalisme grec, qui proposait au monde un modèle de cité, une idée de citoyenneté et de liberté, qui, à leurs yeux, avait une valeur universelle. Cette guerre a mis à nu le dilemme éternel de l'humanité. L'aspiration à un ordre stable, même s'il est imposé, contre le désir d'une liberté chaotique mais enivrante. C'est un conflit qui n'a jamais cessé. Chaque génération, chaque civilisation est confrontée à sa propre version de Marathon, des Thermopyles ou de Salamine. Chaque fois qu'une puissance cherche à imposer sa volonté unique au reste du monde, elle libère des forces de résistance et de destruction qui finissent par consumer tout le monde, vainqueur comme vaincu. La tentative de Xerxès de soumettre la Grèce n'était pas seulement une campagne militaire, c'était une tentative de mettre fin à une anomalie, de faire taire une idée jugée dangereuse. L'idée qu'un homme peut être son propre maître et ne pas courber l'échine devant un roi, aussi puissant soit-il. Il a échoué, mais l'écho de sa tentative résonne encore. Aujourd'hui, les ruines de Persépolis et celles du Parthénon se font face à travers le temps, témoins silencieux de ce conflit titanesque. L'un est le symbole d'un empire grandiose et centralisé, l'autre le symbole d'une démocratie brillante et chaotique. L'un nous parle d'ordre et de majesté, l'autre de liberté et de génie humain. Le conflit de Xerxès contre la Grèce nous enseigne qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'une victoire absolue, car elle porte en elle les germes de l'arrogance et de la décadence. Elle nous montre que la liberté est une chose fragile, qui doit parfois être défendue avec une férocité désespérée. Mais elle nous avertit aussi que le plus grand péril pour ceux qui se battent pour la liberté est de finir par ressembler aux tyrans qu'ils ont vaincus. L'histoire de cette guerre de 20 ans n'est pas une histoire ancienne et poussiéreuse. C'est notre histoire, et elle nous pose une question qui reste, 2500 ans plus tard, d'une actualité brûlante. Selon vous, qu'est-ce qui représente le plus grand danger pour une civilisation ? Une menace extérieure qui cherche à l'anéantir ou l'orgueil intérieur qui naît de sa propre victoire et la pousse à l'autodestruction? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Votre jugement sur cette vieille querelle nous est précieux.